La pauvre femme a été vendue en mariage à un cheikh arabe sans le savoir. Mais la nuit de noces, ce qu'elle a découvert l'a profondément choquée. Le matin se levait doucement sur la ville de Lyon, baignant les toits anciens d'une lumière dorée. Dans un petit quartier paisible, entre des immeubles haussmanniens et des ruelles bordées de platanes, Claire Dubois refermait la porte de sa modeste maison avec précaution. Elle avait 30 ans, et sa vie, à bien des égards, semblait ordinaire. Bibliothécaire dans une médiathèque municipale, elle passait ses journées entourée de livres, de silence et de lecteurs anonymes. Mais derrière ses gestes calmes et son sourire poli se cachait une tension sourde, constante, inévitable. Depuis la mort de ses parents 2 ans plus tôt, Claire avait hérité d'un poids bien plus grand que la petite maison familiale, une dette colossale accumulée par son père lors de traitements médicaux coûteux et infructueux. Claire n'avait jamais su l'ampleur exacte de ce gouffre financier avant de recevoir les courriers recommandés, les appels des huissiers, les relances bancaires. Elle avait tenté, avec méthode et dignité, de rembourser autant qu'elle le pouvait. Mais son salaire modeste ne suffisait pas. Chaque fin de mois devenait une lutte pour garder l'électricité, payer la taxe foncière et acheter de quoi vivre. Le seul membre de sa famille encore en vie était Jacques, le frère de sa mère. Un homme au tempérament bon vivant, mais dont Claire savait peu de choses. Ils se voyaient rarement, mais après le décès de ses parents, Jacques était venu plus souvent. Il apportait des courses, réglait ponctuellement une facture urgente, lui prêtait de l'argent sans pression, comme il disait. Claire, bien que reconnaissante, sentait une ombre dans cette générosité. Elle n'avait pas le luxe de poser trop de questions. Ce matin-là, Jacques lui avait laissé un message vocal. « Ma petite Claire, j'ai une opportunité pour toi, un petit contrat de bibliothécaire à l'étranger. Rien de très long, quelques mois, et bien payé. Tout est réglé. Ça pourrait t'aider à respirer un peu, non ?» Le ton était enjoué, rassurant. Claire avait souri, amusée et sceptique. Travailler à l'étranger n'avait jamais fait partie de ses plans. Mais Jacques insista, jour après jour. Il apporta des brochures, montra des mails imprimés et parla d'une famille prestigieuse, cherchant une bibliothécaire francophone privée pour leurs archives personnelles. « Ce n'est pas une agence bidon, Claire. C'est du sérieux, je te jure. Et regarde, ils perdent le billet, le logement, tout. T'as rien à perdre. » Claire, fatiguée, hésitante, finit par céder. Elle signa quelques papiers, distraitement, pensant qu'il s'agissait de formulaires administratifs pour le voyage. Elle n'y vit rien d'inquiétant. Après tout, Jacques s'était toujours montré bienveillant. Elle ne lut pas les clauses, trop longues, trop juridiques. Elle n'imaginait pas que sa vie venait de basculer. Quelques jours plus tard, elle recevait un passeport mis à jour, un billet pour Abu Dhabi et un planning détaillé. L'agence, selon Jacques, avait déjà tout pris en charge. Claire, les larmes aux yeux, faisait sa valise. Elle n'avait jamais quitté la France, et encore moins pour une destination aussi lointaine. Pourtant, une partie d'elle-même espérait que ce voyage serait peut-être le début d'un renouveau, une respiration, un chapitre inattendu. À l'aéroport, Jacques l'accompagna jusqu'à l'enregistrement. Il lui souhaita bon voyage, l'embrassa sur le front et lui dit « Tu verras, tout ira bien. C'est une chance. Prends-la. » Claire monta dans l'avion le cœur serré, mais déterminée. Elle regarda par le hublot, tandis que Lyon disparaissait sous les nuages. Elle ne se doutait pas une seule seconde que ce voyage allait redéfinir tout ce qu'elle pensait savoir sur le monde, sur elle-même, et sur ceux qu'elle croyait connaître. Car quelques semaines auparavant, alors que les lettres d'huissier s'étaient de fait plus menaçantes, Jacques avait pris une décision. Désespéré, inquiet pour l'avenir de sa nièce, il avait rencontré un homme d'affaires lors d'un gala privé à Genève. Un homme à la prestance indiscutable, à l'accent discret mais européen. Cet homme s'appelait Amir Al-Saïd, et ce qu'il proposait n'était pas un simple contrat de travail. Le marché était simple, presque grotesque dans sa logique. En échange de l'effacement total de la dette familiale, Claire deviendrait son épouse. Un mariage contractuel, signé en France, validé dans le Golfe. Jacques avait hésité, refusé, puis accepté. Il avait signé pour elle, pour la sauver, pensait-il. Ou pour se débarrasser du fardeau, peut-être. Qu'importe. Le mal était fait. Claire, elle, ne savait rien. Pas encore. L'arrivée à Abu Dhabi fut silencieuse, presque irréelle. Claire descendit de l'avion, encore engourdie par les heures de vol, ses pensées floues dérivant entre fatigue et confusion. L'aéroport brillait d'un luxe discret, les couloirs parfumés à l'encens et aux fleurs blanches, les sols lustrés à la perfection.
Un agent tenait une pancarte à son nom dès la sortie de la douane. Il parlait un français parfait avec un accent difficile à situer, ni tout à fait arabe ni entièrement européen. Il l'accueillit avec politesse, l'invita à le suivre et prit sa valise sans poser de questions. « Mademoiselle Dubois, tout est prévu pour votre confort, dit-il en lui ouvrant la porte d'une berline noire. Nous serons arrivés dans moins d'1 heure. Claire, bien qu'un peu méfiante, ne protesta pas. Tout semblait organisé, presque trop parfaitement. Pendant le trajet, elle observa la ville défiler à travers la vitre teintée, de hauts immeubles de verre, des avenues larges, des palmiers impeccablement alignés, des voitures luxueuses à chaque coin de rue. Rien ne ressemblait à ce qu'elle connaissait. La chaleur, malgré la climatisation, s'infiltrait partout, moite épaisse, étrangère. Mais au lieu de se diriger vers un quartier résidentiel ou une institution, la voiture bifurqua vers une large route entourée de murs blancs, gardés par des hommes en uniforme. Ils passèrent un portail surveillé, entrèrent dans une cour immense bordée de jardins impeccables. Devant elle, un véritable palais surgit. L'architecture mêlait l'opulence du Moyen-Orient à une esthétique européenne discrète. Colonnes blanches, marbres polis, fontaines en mosaïque. Claire fronça les sourcils. « Excusez-moi, je ne comprends pas. Je devais aller dans une maison privée, non? Pour travailler comme bibliothécaire ?» L'homme resta vague, se contentant de dire « Vous serez informé très bientôt. Veuillez patienter dans vos quartiers. » Elle fut conduite à travers des couloirs immenses, décorés de tapis orientaux, de tableaux anciens et de lustres scintillants. Une jeune femme vêtue de beige l'accueillit dans une pièce lumineuse, une sorte de suite avec salon, chambre et salle de bain privée. Elle lui sourit et referma la porte derrière elle. Claire déposa son sac sur le lit, chercha aussitôt son passeport dans sa poche intérieure. Vide. Elle retourna sa valise, fouilla toutes ses affaires. Rien. Elle sortit précipitamment de la chambre, chercha dans le couloir quelqu'un à qui parler. L'homme qui l'avait escortée se tenait non loin. Mon passeport. Je l'avais en main à l'aéroport. Où est-il? Il a été remis au service administratif de la résidence pour vérification. Ne vous inquiétez pas, il vous sera rendu. Claire sentit une tension glacée dans son ventre. Je veux appeler mon oncle. Je veux appeler l'ambassade. Ce n'était pas prévu comme ça. L'homme, toujours courtois, répondit « Vous pouvez écrire une demande, mais pour l'instant, tout ce qui concerne votre arrivée est conforme à ce que vous avez signé. » « Ce que j'ai signé ?» répéta-t-elle interloquée. « Un contrat, mademoiselle, avec la signature de Claire Dubois, citoyenne française. Nous avons une copie. » Il tendit un dossier beige. Claire le prit d'une main tremblante, feuilleta rapidement. En haut de la première page, son nom, son adresse à Lyon, et en bas, sa signature. La sienne. Ou du moins, elle en avait l'impression. « Je n'ai jamais signé ça, » murmura-t-elle. « Je ne connais même pas ces clauses. C'est un contrat de quoi, exactement ?» Mais l'homme ne répondit pas, se contentant d'incliner la tête et de s'éloigner. Claire retourna dans la suite, le cœur battant. Elle s'assit sur le bord du lit, relut chaque ligne du document. Il parlait d'une union contractuelle, d'un séjour permanent, de garanties offertes à la partie féminine et de conditions de sécurité et de bien-être assurées. Le tout rédigé dans un jargon juridique complexe, en français et en anglais. Elle sentit une sueur froide couler dans son dos. Tout cela ne faisait aucun sens. Elle n'avait jamais accepté un contrat de mariage, encore moins à l'étranger. Et pourtant, ce document portait bien sa signature. Une signature qui ressemblait étrangement à la sienne. Mais elle était trop nette, trop appliquée. Peut-être imitée, ou peut-être glissée dans un autre document sans qu'elle s'en rende compte. Claire passa la nuit sans dormir. Le silence du palais était lourd, pesant. Elle n'avait pas accès à un téléphone, ni à Internet. Elle tenta d'utiliser la ligne fixe dans le salon de la suite, mais une voix enregistrée lui indiqua que les appels extérieurs n'étaient pas disponibles. Le lendemain, elle frappa à la porte, interrogea une femme de chambre. Aucune réponse claire, simplement des sourires polis, des réponses évasives. L'après-midi, on lui apporta des vêtements, des robes longues, légères, d'un tissu raffiné et un plateau de fruits et de thé. Claire refusa de s'habiller autrement que dans son jean et son chemisier. Elle voulait comprendre. Elle voulait des réponses. Alors, elle fit ce qu'elle savait faire le mieux. Elle observa, elle attendit, elle chercha des indices. Le soir, enfin, on frappa à sa porte. L'homme du hall était de retour. Il l'invita à le suivre sans expliquer où. Claire accepta.
Marchant à travers des couloirs qu'elle n'avait pas encore vus, elle arriva dans une salle majestueuse où se tenait un homme. Grand et lancé, les cheveux châtain clair, les yeux d'un bleu limpide. Il portait une tenue traditionnelle beige clair, élégante mais simple. Il se retourna lentement vers elle, un sourire calme aux lèvres. « Claire Dubois », dit-il avec un léger accent européen. « Je suis Amir Al-Saïd. » Elle le fixa, bouche entr'ouverte. « Je suis votre mari. » Selon le contrat que vous avez signé, bien sûr. Les mots la frappèrent de plein fouet. Elle sentit ses jambes trembler. « Quoi ? Calmez-vous, dit-il doucement. Je sais que tout cela est soudain, mais tout a été fait dans le respect de la loi. Vous êtes ici en tant qu'épouse, pas en tant qu'employée. » Claire recula d'un pas. « C'est une folie, c'est une erreur. Je n'ai jamais consenti à ça. » Amir hocha la tête lentement, comme s'il s'y attendait. « Vous avez beaucoup de questions. Je vous donnerai toutes les réponses. Mais pas ce soir. Ce soir, reposez-vous. Demain, nous parlerons. Et demain soir, ce sera notre nuit de noces. » Claire le fixa, les poings serrés. Amir, imperturbable, fit un geste de la main vers le même homme qui l'avait escortée jusque-là. Accompagnez-la à ses quartiers. Sans un mot de plus, elle fut reconduite. Le silence du couloir lui paraissait désormais assourdissant. Et dans sa chambre, sur le lit, l'attendait une robe blanche simple, accompagnée d'un mot manuscrit. « Aujourd'hui n'est pas ce que vous pensez. Demain, tout changera. » Claire resta debout devant la robe, le regard vide, sans comprendre encore à quel point cette phrase allait s'avérer vraie. Le lendemain matin, Claire se réveilla sans avoir fermé l'œil de la nuit. La robe blanche reposait toujours sur le fauteuil près du lit, inaltérable, comme un rappel silencieux de ce qui l'attendait. Elle ne l'avait pas touchée. Elle avait passé des heures à retourner chaque détail dans son esprit. Le contrat, la signature, les visages froids mais polis, l'absence de réponse. Et surtout, cet homme aux yeux clairs qui affirmait être son époux. Rien dans sa voix n'était menaçant, mais tout dans la situation l'était. Il y avait une logique glaciale dans cette mise en scène, une rationalité inquiétante. Elle ne se sentait ni violée ni battue. Pire encore, elle se sentait dépossédée. En fin de matinée, une autre femme entra, plus âgée, le visage fermé mais doux. Elle s'exprima avec un léger accent français. « Bonjour, mademoiselle Dubois, je suis Louise. J'ai été affectée à votre service pendant votre séjour ici. Le maître vous attend dans la salle des archives. Il souhaite parler avec vous seul à seul. » Claire, glaciale, se leva. « Je ne vais nulle part avec un homme qui prétend être mon mari sans mon consentement. » Louise la fixa sans ciller. « Je vous assure que vous serez traité avec respect. Vous avez le droit d'exiger des réponses. Et lui, semble-t-il, est prêt à vous les donner. » Claire suivit Louise à travers une aile du palais qu'elle n'avait pas encore explorée. Les murs étaient couverts de rayonnages remplis de livres anciens, de manuscrits rares, de cartes. Une bibliothèque privée, aussi grande qu'un étage de musée. Au fond de la pièce, assis à une table de bois sombre, Amir l'attendait. Il se leva à son arrivée, l'invita à s'asseoir en face de lui. Il portait une chemise blanche simple sans ornement. Aucun bijou, aucun symbole ostentatoire. Son regard était calme. « Claire, je vous remercie d'être venue. Je sais à quel point tout cela est brutal. Vous avez le droit d'être furieuse, confuse. Je veux tout vous expliquer. Mais laissez-moi vous dire une chose d'abord. Je ne vous ferai aucun mal. Jamais. Qui êtes-vous vraiment ? Demanda-t-elle sèchement. Et qu'est-ce que c'est que ce contrat ? Il inclina la tête. Je m'appelle Amir Al-Saïd. J'ai 38 ans. Je suis entrepreneur dans le secteur éducatif numérique, basé ici dans le Golfe. Mais je suis né en Europe, en Alsace pour être exact. Je suis citoyen français d'origine. Naturalisation tardive ici pour des raisons professionnelles. Vous voyez, je n'ai rien d'un prince arabe. Mon nom est légal, mais pas ancestral. Claire le fixa, abasourdie. Et pourquoi avoir fait tout ça? Pourquoi prétendre être mon mari? Je ne prétends rien. Vous êtes légalement ici, ma femme. Cela vous choque, je comprends, mais tout a été préparé avec des bases légales. Le contrat a été signé en votre nom en France via votre oncle Jacques, qui détenait une procuration partielle pour la gestion de vos biens pendant votre crise financière. Il m'a approché avec une proposition, effacer votre dette contre un mariage contractuel. Cela semble sordide, et je ne nie pas l'aspect éthique douteux, mais je vais être direct, j'ai accepté. Claire ouvrit grand les yeux. Pourquoi ? Pour acheter une femme. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Il ne broncha pas. Non.
pour éviter qu'une femme perde sa maison, finisse ruinée à cause d'un système qui n'épargne personne. Je n'ai jamais eu l'intention de vous forcer à quoi que ce soit. Je voulais que vous veniez ici, que vous soyez en sécurité, loin de cette spirale d'endettement, et qu'ensuite vous choisissiez. Choisir? Vous m'avez menti, fait traverser la moitié du monde, retenu contre ma volonté. Et vous parlez de choix? Le contrat est légalement valide, certes, mais il n'a aucune valeur si vous refusez de l'honorer. Vous n'êtes prisonnière de rien. Votre passeport est conservé, non pour vous retenir, mais pour vous protéger d'un éventuel retour précipité sans ressources ni soutien. Je vous le rendrai dès que vous le demanderez. Mais laissez-moi, au moins, vous montrer pourquoi j'ai fait cela. Il tendit une nouvelle fois un dossier, cette fois sans le forcer entre ses mains. Claire hésita, puis l'ouvrit. À l'intérieur, des relevés bancaires, des lettres d'huissier à son nom, des copies de documents qu'elle connaissait, tous liés à la dette de son père. À la fin, une lettre manuscrite, de Jacques. Claire, je ne sais pas si tu liras cela un jour. Si tu le fais, c'est que j'ai commis une erreur monumentale. Je n'avais plus de solution. Ta dette devenait une épée au-dessus de ta tête. Cet homme m'a proposé une chose étrange, mais légale. Il ne voulait pas t'humilier, seulement t'éloigner de la ruine. Il m'a dit qu'il t'aimait, qu'il te connaissait. Je n'ai pas compris. Mais j'ai dit oui. J'ai trahi ta confiance et je m'en veux. Pardonne-moi. Claire reposa la lettre, les mains tremblantes. « Il vous connaissait ?» demanda-t-elle d'une voix éteinte. Amir haussa à peine les épaules. « Nous reviendrons là-dessus plus tard. Ce n'est pas encore le moment. Je ne veux pas que vous partiez avec des demi-vérités. Ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais voulu acheter une épouse. Je voulais réparer quelque chose. » Claire se leva brusquement. « Assez. Demain, je veux mon passeport. Je veux rentrer chez moi. » Amir acquiesça, sans résister. « Vous l'aurez. Mais si vous acceptez ce soir, je souhaiterais que vous dîniez avec moi. Rien d'imposé, pas de promesse. Juste un repas, deux êtres humains parlant franchement. » Claire hésita. Tout en elle criait qu'elle devait refuser. Et pourtant, elle voulait des réponses. Elle voulait comprendre le lien entre cet homme et son passé, cette décision absurde, cette fausse union. Elle hocha lentement la tête. « Très bien, mais je viendrai comme je suis. Pas de robe blanche, pas de cérémonie, juste moi. C'est tout ce que je vous demande. » Elle sortit de la pièce sans un mot de plus. Derrière elle, Amir resta immobile, comme s'il venait de franchir une ligne invisible. Pour Claire, ce n'était pas le début d'un mariage. C'était le commencement d'un face-à-face dont elle ignorait encore la portée. Claire passa l'après-midi à marcher en cercle dans la suite silencieuse, l'esprit bouillonnant. Chaque mot d'Amir résonnait encore dans sa mémoire. Légal, choix, contrat, dette, sécurité. Elle avait beau essayer de se convaincre que tout cela n'était qu'un immense malentendu orchestré par un homme dérangé ou par un oncle dépassé, les preuves sous ses yeux étaient accablantes. La lettre de Jacques, les documents financiers, sa signature copiée ou peut-être même volée. Peu importait la manière. Le résultat était là. Elle se retrouvait mariée, sur le papier, à un homme qu'elle ne connaissait pas et qui affirmait l'avoir fait pour la sauver. Mais Claire n'était pas le genre de femme à accepter la résignation. Elle voulait comprendre, mais surtout, elle voulait sortir. Elle voulait retrouver sa liberté, celle qui lui avait été volée sous prétexte de protection. Et pour cela, il fallait tester les limites du palais. Elle attendit que le soleil commence à décliner. Louise frappa à la porte peu avant le dîner. « Le maître vous attendra dans la salle est pour le repas », dit-elle sans détour. « Je n'irai pas », répondit Claire. « J'ai besoin de sortir prendre l'air. » Louise parut hésiter, puis acquiesça. « Je peux vous accompagner dans les jardins si vous le souhaitez. Mais seule, ce ne sera pas possible. Les sorties sont contrôlées, même pour les invités. » Claire accepta sans insister. Pour l'instant. Elle nota cependant chaque mot, chaque barrière invisible qui se dressait devant elle. Elle suivit Louise à travers le couloir principal, traversa un salon immense et accéda à une véranda donnant sur un jardin parfaitement entretenu. Des sentiers sinueux serpentaient entre les haies taillées, les bassins calmes et les pergolas ombragés. Mais ce n'était pas la beauté des lieux qui l'intéressait. Elle cherchait des failles, des ouvertures, des angles morts. « Est-ce qu'il y a une bibliothèque dans ce palais ?» demanda-t-elle soudain. Louise hocha la tête. « Oui, 3 en réalité. Le maître est passionné de livres anciens. La principale se trouve dans l'aile ouest, mais elle est fermée au public.
Celle que vous avez visitée hier est privée, réservée à la résidence familiale. Et des téléphones? Internet? Pas dans les chambres, pour des raisons de sécurité. Vous comprenez, beaucoup d'autres importants passent ici. Mais si vous avez besoin de contacter quelqu'un, je peux transmettre votre demande. Claire ne répondit pas. Elle savait déjà que chaque mouvement, chaque mot était surveillé. Elle marcha lentement, observant les caméras dissimulées dans les murs, les gardes discrets placés près des portails, l'absence totale d'accès direct vers la rue ou la ville. Ce palais, malgré sa beauté, était une prison. Une prison dorée, certes, mais une prison tout de même. Le soir, elle refusa une fois encore la robe blanche laissée sur le lit. Elle enfila une tenue simple, son jean usé, une chemise de coton, et se rendit à contre-cœur à la salle de dîner. Amir l'y attendait déjà. La pièce, lumineuse et élégante, était dressée pour deux. Pas de faste, pas de musique, un repas modeste, un éclairage doux. Amir se leva à son entrée. « Merci d'être venu. » Claire ne répondit pas, s'assit, droite, le regard dur. « Je ne suis pas ici pour vous faire plaisir. Je veux juste comprendre. Et ensuite, je pars. » « Très bien, je n'ai jamais prétendu que vous deviez rester. » Ils mangèrent presque en silence. Claire posait parfois des questions brèves, auxquelles Amir répondait sans détour. Il parla de son entreprise, de ses origines alsaciennes, de sa vie en France jusqu'à l'âge de 20 ans, de sa naturalisation dans le Golfe. Il parlait avec précision, sans exagération, comme s'il cherchait à éviter toute séduction. Il était calme, posé, presque trop contrôlé, et cela déstabilisait Claire plus qu'une attaque ouverte. Au dessert, il la regarda longuement. « Vous avez encore beaucoup de colère, et c'est justifié, mais vous avez aussi peur, pas de moi. Peur de ne plus contrôler votre propre histoire. Vous avez été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Je n'ai fait qu'entrer dans cette faille. C'est une belle excuse, dit-elle froidement. Ce n'est pas une excuse, c'est une constatation. Je ne cherche pas votre pardon, Claire, seulement votre compréhension et votre décision. » Elle repoussa son assiette. « Ma décision est prise. Demain, je veux sortir d'ici. Je veux rentrer en France. Je ne veux plus jamais vous revoir. » Amir se leva, sans un mot. Il marcha jusqu'à un petit coffre posé près de la fenêtre, l'ouvrit et en sortit un objet. Son passeport. Il le déposa devant elle. « Il est à vous. Vous pouvez partir demain matin. Je vous fournirai le billet, l'escorte, et même une aide financière pour recommencer. Je vous demande juste une chose. » « Laquelle ?» Il la regarda sans flancher. « Avant de partir, lisez ceci. » Il tendit une nouvelle enveloppe scellée, au papier épais. Elle la prit sans l'ouvrir. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une lettre de votre oncle. Une autre, écrite après votre départ. Il ne me l'a donnée que récemment. Je ne l'ai pas ouverte. Elle est pour vous. » Claire la serra dans sa main, puis se leva. « Merci pour le passeport. Pour le reste, je verrai demain. » Elle quitta la pièce sans attendre de réponse. Ce soir-là, elle s'enferma dans sa suite, mais ne dormit pas. Elle tourna en rond, relut les documents encore et encore. Elle examina chaque page, chaque mot, cherchant la faille. Mais il n'y en avait pas. Tout était réel, logique, effroyablement cohérent. Et elle détestait cela. Elle détestait que cet homme semble sincère, qu'il n'ait jamais élevé la voix, qu'il n'ait jamais levé la main. Elle aurait préféré un monstre visible, une cage évidente. Mais à la place, elle se retrouvait face à une équation froide et complexe dont elle faisait partie sans l'avoir choisie. Au petit matin, avant même le lever du soleil, une robe blanche différente l'attendait sur le fauteuil. Pas de dentelle, pas d'ornement. Une robe simple, élégante, presque administrative dans sa sobriété. Et à côté, un mot bref, écrit à la main. « Aujourd'hui n'est pas ce que vous pensez. » Claire le froissa sans le lire une seconde fois. Mais malgré elle, les mots s'étaient déjà imprimés dans sa mémoire. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque Claire quitta sa suite. Elle n'avait pas dormi. Le passeport rangé dans sa valise, la lettre encore scellée dans sa poche, elle avait décidé qu'elle partirait ce jour même. Elle refuserait tout autre contact avec Amir. Elle n'irait pas à ce prétendu dîner, ni ne participerait à cette nuit de noces grotesque. Elle voulait retrouver sa vie, aussi bancale soit-elle, mais au moins libre. Pourtant, quand elle sortit dans le couloir, Louise l'attendait, sereine, comme si elle connaissait déjà sa décision. « Le maître a demandé que vous le rejoigniez dans l'aile nord à 20 h. Si vous le souhaitez, je peux vous accompagner. » Claire soupira. «
Je pensais que je pouvais partir. Vous le pouvez, mais il a insisté. Il ne s'agit pas de ce que vous croyez. Ce n'est pas ce que le mot « noces » suggère. Il veut simplement vous remettre certains documents en personne. Le doute s'insinua dans son esprit. Après tout, il lui avait déjà rendu son passeport. Elle n'était pas retenue contre sa volonté. Elle pouvait appeler l'ambassade. Elle pouvait exiger un vol dès maintenant. Mais elle voulait savoir, une dernière fois, comprendre ce qu'Amir n'avait pas encore dit. Alors, contre toute logique, elle accepta. À l'heure dite, Claire fut conduite dans une aile plus ancienne du palais. Le couloir était sobre, sans les dorures des autres parties du bâtiment. Les murs étaient recouverts de photographies anciennes, en noir et blanc, de villes européennes, de bibliothèques, de visages familiers, dans des paysages lointains. On aurait dit un musée privé. Une porte en bois massif se trouvait au fond du couloir. Louise frappa, puis s'éclipsa discrètement. Claire entra. La pièce était spacieuse, éclairée par une lumière douce. Une bibliothèque basse courait le long des murs. Des fauteuils de cuir brun étaient disposés autour d'une table basse et au centre, une grande table de travail recouverte de dossiers, de classeurs, de feuilles. Amir s'y tenait debout, vêtu d'un costume sombre, sans cravate. Il ne sourit pas. Il la salua d'un simple hochement de tête. « Merci d'être venu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle obéit sans répondre, les bras croisés. Il s'installa en face d'elle, ouvrit un épais dossier. « Vous allez repartir demain. C'est votre droit, et je ne vous retiendrai pas. Mais je veux que vous partiez en comprenant exactement ce que Jacques a fait et pourquoi je l'ai accepté. Vous méritez au moins ça. » Il fit glisser la première chemise vers elle. Claire y découvrit des extraits de comptes bancaires, des échéanciers de dettes, des courriers juridiques émanant de créanciers français. Tout était à son nom. Tout concernait les frais médicaux impayés de son père, les emprunts personnels contractés au fil des années, les majorations, les poursuites engagées. Elle savait que la situation était grave, mais voir les chiffres l'écrasa. Près de 200 000 €. Aucun salaire de bibliothécaire ne pouvait résorber une telle somme. Amir continua calmement. Jacques m'a contacté par l'intermédiaire d'un ancien associé. Il cherchait quelqu'un pour racheter la dette à tout prix. Il était prêt à vendre la maison, vos biens, tout, mais cela n'aurait pas suffi. C'est là qu'il m'a proposé un accord. Je paye tout sans attendre de retour, sauf un. Il m'a dit que si vous acceptiez de travailler temporairement pour moi, comme bibliothécaire privé, il pourrait vous convaincre. Claire fronça les sourcils. Il ne m'a jamais parlé de mariage. C'est là que ça devient trouble. Il a signé un mandat élargi, avec votre nom, votre signature copiée d'anciens documents. Légalement, ici et en France, cela a suffi pour enregistrer un contrat d'union. Mais je savais que cela ne tiendrait pas sans votre consentement réel. C'est pourquoi je n'ai jamais tenté de faire valoir ce contrat. Je voulais que vous soyez ici pour entendre toute l'histoire, pas pour vous forcer à quoi que ce soit. Claire s'adossa au dossier du fauteuil, lasse. Pourquoi moi? Il existe des dizaines de moyens d'aider une inconnue. Pourquoi moi? Amir hésita. Il sortit un dernier document, une lettre pliée en deux sur un papier épais jauni. Parce que vous n'êtes pas une inconnue. Claire prit la lettre, la reconnut immédiatement. L'écriture n'était pas celle de Jacques, c'était celle d'un adolescent. Elle lut lentement. Claire, tu étais la seule lumière dans cet été que je n'ai jamais oublié. Je suis désolé de t'avoir quitté sans un mot. Ma famille a tout perdu. Nous avons fui du jour au lendemain. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Si un jour je peux réparer cette absence, je le ferai. Marc. Le sang de Claire se glaça. Elle releva les yeux, croisa le regard d'Amir. Marc? Il hocha la tête. Marc Leclerc. Mon nom avant tout ça. Mon père a fait faillite, un scandale a éclaté. Nous avons changé d'identité pour éviter la prison. Je suis parti en pleine nuit sans pouvoir te prévenir. Quand j'ai revu ton nom dans les documents de Jacques, j'ai compris. C'était toi. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion, après tout ce temps, de tenir cette promesse. Claire se leva, la lettre tremblante entre les doigts. Vous m'avez piégé pour réparer une histoire d'enfance. Vous vous rendez compte de la violence de ce que vous avez fait? Je n'ai jamais voulu que tu restes sans le vouloir. Jamais. Je voulais simplement une chance de te retrouver. Mais j'ai été lâche. J'ai cru que l'argent réparerait ce que le passé avait brisé. C'était idiot. Et injuste pour toi. Elle le fixa longuement, sans trouver les mots. Tout se bousculait dans sa tête, les souvenirs d'un été lointain, le garçon qu'elle avait aimé et perdu,
l'homme qu'elle avait rencontré ici sans le reconnaître, les dettes, la trahison, le contrat. « Je pars demain », dit-elle d'une voix ferme. Amir acquiesça. « Je sais, et je ne veux plus jamais entendre parler de vous. » Il ne répondit pas. Elle quitta la pièce sans se retourner. Dans le couloir, elle sentit ses jambes fléchir. Elle s'adossa au mur, la lettre de Marc contre sa poitrine. Elle n'était plus sûre de rien, sauf d'une chose. Cette nuit-là, il ne l'avait pas touchée. Il ne lui avait rien demandé. Il lui avait seulement rendu ce qu'on lui avait volé depuis le début, le droit de choisir. Le lendemain, à l'aube, Claire fit sa valise. Elle plia soigneusement chaque vêtement, rangea les documents, les lettres, son passeport, tout ce qui lui rappelait ces jours étranges passés dans un palais qui n'avait jamais été le sien. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle ressentait. Colère, confusion, tristesse, ou peut-être un mélange trouble de tous ces états. Mais elle était certaine d'une chose. Elle devait partir, rentrer en France, reprendre sa vie, même si elle ne savait plus très bien ce que cela voulait dire. Louise frappa à la porte au moment où elle refermait sa valise. « Le maître souhaite vous voir une dernière fois. Il m'a demandé de vous accompagner jusqu'à lui. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Mais il a dit que cela ne durerait que quelques minutes. » Claire hésita puis acquiesça sans un mot. Cette dernière conversation, elle la devait peut-être à elle-même. Une sorte de clôture avant le départ. Une manière de reprendre le contrôle, de ne pas fuir. Ils traversèrent l'aile administrative du palais, plus sobre, plus fonctionnelle. Louise la mena jusqu'à un petit bureau vitré, donnant sur une cour intérieure. Amir s'y trouvait, vêtu d'un pantalon beige et d'une chemise claire. Il était penché sur des dossiers, entouré d'ordinateurs, de graphiques, d'écrans allumés. Rien de princier, rien de théâtral. Juste un homme au travail. « Claire, merci d'être venue. Je n'abuserai pas de votre temps. » Elle s'assit, les bras croisés. « Dites ce que vous avez à dire. » Amir referma un dossier, le posa lentement sur le bureau. « Je veux que vous sachiez exactement qui je suis, et pas seulement ce que Jacques ou cette lettre ont laissé entendre. Vous méritez la vérité entière. » Claire le fixa, silencieuse. « Je suis née en Alsace, comme je vous l'ai dit. Mon vrai nom était Marc Leclerc. Mon père gérait une entreprise de technologies éducatives, des logiciels, des plateformes pour les écoles. Il a tout perdu après une erreur stratégique. Il a été accusé de fraude, injustement selon moi, mais les preuves s'accumulaient. Nous avons tout quitté du jour au lendemain. Nouveau nom, nouveau pays. C'est ici que j'ai refait ma vie. » « En devenant cher ?» lança-t-elle ironique. Il secoua la tête. « Le titre de cher ne veut rien dire ici comme en France. Ce n'est pas un titre religieux ou royal. C'est un terme honorifique attribué à certains entrepreneurs ou figures influentes. J'ai été naturalisé, j'ai fondé ma propre société sur les bases de ce que mon père avait commencé. Aujourd'hui, je développe des programmes éducatifs pour des écoles dans tout le Golfe et au-delà. Ce que j'ai, je ne l'ai pas hérité. Je l'ai construit. » Il marqua une pause, la regardant droit dans les yeux. « Quand Jacques m'a parlé de vous, il n'avait aucune idée de qui j'étais. Il voulait juste sauver sa nièce. C'est moi qui ai reconnu votre nom. C'est moi qui ai demandé à vous rencontrer. Et c'est moi qui ai accepté ce contrat absurde, pensant naïvement que vous comprendriez. Je n'ai pas voulu vous acheter, Claire. J'ai voulu vous retrouver. Et je l'ai fait de la pire façon possible. » Claire inspira lentement. « Vous auriez pu simplement me contacter, m'envoyer un message, une lettre. Pas tout ça. Je le sais. Mais je craignais que vous refusiez même de me lire. Je voulais un prétexte pour que vous m'écoutiez. Je pensais que l'urgence, le besoin d'échapper à vos dettes vous amènerait ici, et qu'ensuite je pourrais vous expliquer. Ce n'est pas une excuse. Non, ce n'est pas une excuse, c'est une erreur. » Claire regarda autour d'elle. Le bureau ne ressemblait en rien aux pièces luxueuses du reste du palais. Ici, tout était fonctionnel, précis. Des cartes interactives montrèrent des écoles, des statistiques d'alphabétisation, des résultats de projets éducatifs. Une photo sur un coin du bureau montrait Amir avec une vingtaine d'enfants, tous en uniformes scolaires, souriants, tenant des tablettes numériques. « C'est ici que vous passez vos journées ?» demanda-t-elle malgré elle. « Chaque jour. C'est mon travail, mon engagement. J'ai investi dans ce pays, mais j'ai aussi rendu ce qu'on m'a offert. Une seconde chance. J'emploie plus de 200 personnes. Je développe des programmes d'apprentissage pour les filles, dans des régions où elles n'ont souvent aucun accès à l'éducation. C'est ce que je sais faire. C'est ce que je suis. Et pourtant, vous avez choisi de manipuler une femme pour réparer une erreur du passé.
Amir ne réagit pas. Il baissa les yeux, les mains croisées devant lui. « Je n'ai pas de justification, seulement des regrets. » Claire se leva. Elle sentait une fatigue profonde l'envahir, mais aussi une étrange clarté. « Je pars aujourd'hui, et je ne veux plus de lettres, de documents ou de nouvelles de vous. Je veux disparaître de votre histoire. » Il hocha lentement la tête. « Très bien, mais sachez ceci, je ne vous empêcherai jamais de partir, je ne vous chercherai pas, et je n'essaierai plus de vous convaincre, mais je continuerai à honorer ma promesse. Votre dette est réglée. Vous n'aurez rien à rembourser. Vous êtes libre, entièrement. » Claire serra les mâchoires. « J'aurais préféré être libre dès le début, pas après un piège. » Amir se leva, la raccompagna jusqu'à la porte. « Je vous souhaite une vie paisible, Claire, et j'espère un jour que vous trouverez un sens à tout cela, même si je n'en fais pas partie. » Elle sortit sans répondre. Louise l'attendait déjà avec ses bagages. Une voiture était prête devant le palais. Aucun garde ne bloquait la sortie. Aucune caméra ne suivait ses gestes. Elle monta dans le véhicule, ferma la portière et sentit une étrange douleur monter en elle. Pas de la peur, ni même de la colère, mais quelque chose de plus dur à nommer, peut-être le poids de tout ce qui aurait pu être et ne serait jamais. La voiture s'éloigna du palais. Claire ne se retourna pas, mais dans sa poche, la lettre de Marc restait là, froissée, lue, relue, témoin d'un passé révolu et d'une vérité qui, malgré tout, ne cessait de résonner en elle. De retour à Lyon, Claire redécouvrit une ville qui lui paraissait à la fois familière et étrangère. Tout y était identique, les façades claires, les terrasses de café, les librairies de quartier, les odeurs de boulangerie le matin. Mais rien ne résonnait plus comme avant. Elle réintégra sa petite maison avec une étrange impression d'être spectatrice de sa propre vie. Les murs étaient toujours les mêmes, les factures classées dans le même tiroir, ses livres empilés dans le même ordre. Et pourtant, chaque objet semblait déplacé, comme si une autre version d'elle-même avait vécu ici en son absence. Elle reprit son travail à la bibliothèque municipale. Les premiers jours, tout le monde lui posa les mêmes questions. Comment s'était passé le voyage? Si elle avait aimé le Moyen-Orient, si elle reviendrait? Elle répondit de manière vague, évitant de mentir tout en contournant soigneusement la vérité. Personne ne savait ce qu'elle avait traversé. Elle n'avait parlé à personne de l'arrangement, du palais d'Amir. Ce chapitre, elle le gardait enfermé dans sa mémoire, comme une pièce fermée à double tour. Mais très vite, une routine se réinstalla. Claire, malgré tout, savait être efficace, organisée, discrète. Elle gérait les rayons de littérature contemporaine, encadrait les jeunes stagiaires, gérait les prêts avec professionnalisme. Mais intérieurement, quelque chose s'était figé. Elle ne sortait plus. Elle ne voyait plus ses amis. Elle répondait à peine à ses messages. Son monde s'était réduit à l'essentiel. Manger, dormir, travailler, recommencer. Un mois passa ainsi, puis 2. Ce fut au début du 3e mois qu'un changement inattendu ébranla son quotidien. Un matin, en arrivant à la bibliothèque, elle trouva un dépliant glissé entre les pages d'un roman retourné. Un prospectus imprimé sur un papier épais, sobre, orné d'un logo qu'elle ne reconnut pas immédiatement. En haut, un nom. Projet Dubois. En dessous, un court texte. Centre culturel en développement pour la promotion de la lecture et de l'accès au savoir pour les jeunes issus de milieux modestes. Emplacement, quartier de la Guillotière. Partenaire principal, Fondation Horizon. Claire fronça les sourcils. Elle n'avait jamais entendu parler de ce projet. Elle contacta le service des projets culturels de la ville, demanda des informations. Une collègue lui répondit que le centre était en construction depuis quelques semaines et qu'il bénéficiait d'un financement entièrement privé via une fondation internationale. Aucun détail n'avait été communiqué sur l'origine exacte des fonds, seulement qu'ils avaient été approuvés par le conseil municipal et qu'un nom symbolique avait été proposé en hommage à une figure inspirante de la communauté locale. Ce nom, Dubois, elle le portait. Et elle était la seule dans ce quartier à le porter encore. Intriguée, Claire se rendit sur le chantier quelques jours plus tard. Le bâtiment prenait forme, au cœur d'un quartier populaire. Elle reconnut des plans similaires à ceux qu'elle avait vus un jour dans le bureau d'Amir. Une bibliothèque ouverte, des espaces de travail partagés, des ateliers pour enfants et adolescents. L'un des ouvriers lui indiqua qu'un certain directeur de projet passait parfois, mais restait discret. Un homme étranger parlant français, très impliqué mais refusant de se faire interviewer.
Ce fut ce détail qui la troubla le plus. De retour chez elle, Claire commença à chercher des informations sur la Fondation Horizon. Elle découvrit qu'il s'agissait d'une organisation active dans plusieurs pays, spécialisée dans la création de centres éducatifs, souvent financés par des entrepreneurs du secteur technologique. L'un des principaux contributeurs n'était autre qu'Amir Al-Saïd. Elle resta longtemps devant l'écran de son ordinateur, incapable de détacher son regard de ce nom. Il n'avait pas menti. Il n'avait rien promis, rien exigé, rien demandé depuis son départ. Mais il avait laissé une trace. Pas dans sa maison, pas dans ses affaires, mais dans sa ville, dans sa vocation, dans ce qu'elle considérait comme sa mission, la transmission du savoir. Et soudain, Claire se sentit envahie d'un sentiment qu'elle n'arrivait pas à définir. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du pardon, c'était un vertige, une fracture entre ce qu'elle avait cru vouloir oublier et ce qui persistait à exister malgré tout. Quelques jours plus tard, elle reçut un courrier. Pas une lettre, un simple carton dans une enveloppe blanche. Aucune adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une invitation. Inauguration du centre projet du Bois. Samedi prochain, 10 h. Vous êtes cordialement invitée en tant qu'inspiratrice du projet. Elle ne savait pas si elle devait y aller. Elle passa la semaine entière à hésiter. Elle n'en parla à personne. Elle ne répondit pas. Mais le samedi matin, sans réfléchir, elle enfila une veste simple, attacha ses cheveux et marcha jusqu'au centre. La façade était presque terminée. Un petit attroupement s'était formé. Des journalistes locaux, quelques officiels, des familles du quartier. Un discours fut prononcé. On parla de l'importance de la lecture, de l'égalité d'accès à l'éducation. Le nom de Claire ne fut pas mentionné, mais il figurait gravé discrètement sur une plaque à l'entrée. Projet du Bois. Pour ceux qui ont cru au pouvoir des livres. Elle resta en retrait, presque cachée derrière un arbre, observant la scène. Et ce fut là, au milieu des enfants riant et des adultes discutant, qu'elle le vit. Amir, à quelques mètres, vêtu simplement, tenant un carnet de notes, parlant avec un enseignant. Il ne la vit pas. Ou peut-être fit-il semblant. Il ne chercha pas à la rejoindre. Il ne tenta pas de capter son regard. Claire ne bougea pas. Elle observa longtemps. Et pour la première fois depuis des mois, elle sentit un mouvement en elle. Une fissure dans la muraille. Pas une réconciliation, pas encore, mais une curiosité, une question muette. Et cette nuit-là, en rentrant chez elle, elle prit une feuille blanche. Elle écrivit une seule phrase, pas une lettre, pas une déclaration. Juste quelques mots. Pourquoi avez-vous appelé ce projet par mon nom? Elle ne savait pas encore si elle l'enverrait, mais elle savait une chose. L'histoire n'était pas finie, pas encore. La semaine suivante, Claire resta enfermée dans un état d'alerte silencieuse. Elle évitait les appels, ignorait les invitations de ses collègues et passait ses soirées à relire encore et encore le programme du projet du Bois, désormais publié sur le site municipal. Le nom d'Amir n'apparaissait nulle part. Aucune mention directe de sa participation, aucun remerciement, aucune signature. Il restait dans l'ombre, en retrait. Mais tout dans la structure du projet portait sa marque. La disposition des salles, le choix des équipements, les partenariats éducatifs. C'était sa façon de parler sans mots, de se manifester sans s'imposer. Claire n'envoya pas la lettre, mais elle en écrivit d'autres, non pour lui, mais pour elle. Des pages entières, qu'elle ne signait jamais, qu'elle déchirait parfois au matin. Elle y décrivait ce qu'elle ressentait, non pour obtenir des réponses, mais pour clarifier ses propres pensées. Ce qui s'était passé dans ce palais n'était pas un rêve. Ce n'était pas une romance ni un crime. C'était une série de décisions inacceptables, motivées par une logique que seule l'émotion pouvait expliquer. Et malgré tout, au cœur de cette confusion, il restait un point fixe. Amir, ou plutôt Marc, connaissait quelque chose d'elle qu'aucun autre homme n'avait jamais perçu. Non par magie ou destin, mais parce qu'il l'avait observée, lue, peut-être même devinée. Et cela, elle ne pouvait ni l'effacer ni le nier. Un jeudi, alors qu'elle classait des ouvrages dans la section littérature francophone contemporaine, une collègue lui annonça qu'un événement privé aurait lieu à la bibliothèque ce week-end. Un dîner discret organisé pour remercier des mécènes anonymes ayant financé des projets éducatifs à travers la ville. Le maire en personne serait présent. Claire, d'abord réticente, accepta d'y participer à la dernière minute.
poussée par une curiosité qu'elle ne voulait pas avouer. Le samedi soir, vêtue simplement, elle entra dans la salle de réception improvisée au sein de la bibliothèque. Quelques visages familiers l'accueillirent, d'autres lui sourirent poliment. Des discours furent prononcés, des remerciements distribués. Puis, au détour d'une conversation, elle entendit un nom qui figea le sang dans ses veines. Marc, toujours aussi discret, il a demandé à ne pas figurer dans les remerciements, dit une invitée à voix basse. Mais son projet dans la guillotière, c'est son chef-d'œuvre. Il y a mis toute son énergie. Franchement, on n'aurait pas pu rêver mieux comme partenaire. Claire se tourna lentement vers la voix. Une femme d'une 50aine d'années, élégante, sirotait un verre de vin tout en parlant à un jeune éditeur. « Marc ?» répéta-t-elle, tentant de cacher son trouble. « Marc Leclerc, vous connaissez ?» demanda l'éditrice. « Il est resté longtemps à l'étranger. Il a changé de nom à un moment, je crois, mais moi je l'ai connu avant, dans les milieux associatifs à Strasbourg. Très brillant, très réservé. Et surtout, il n'a jamais oublié ses origines. » Claire hocha la tête sans répondre. Elle savait désormais que ce n'était pas un jeu, pas une mascarade. Amir était bien Marc, et il n'avait pas effacé ce passé. Il l'avait simplement camouflé sous un autre nom, une autre langue, une autre vie. Mais il était toujours là, dans les marges de sa propre histoire, à agir sans jamais réclamer. Plus tard dans la soirée, alors que les invités quittaient la salle, Claire descendit dans les archives, un endroit rarement fréquenté. Elle avait besoin de silence, de distance. Mais en franchissant le couloir, elle entendit une voix basse échapper d'un coin de la pièce. Elle s'approcha doucement. Amir était là, seul, devant une étagère, feuilletant un ouvrage relié de cuir. Il portait une chemise sombre, son regard concentré, absorbé par le texte. Il ne l'avait pas vu, ou il ne montra rien. Claire s'avança lentement. « Vous êtes venu », dit-elle simplement. Il leva les yeux, sans surprise. « Je viens souvent ici », répondit-il calmement. « Ce lieu m'apaise. Vous avez utilisé votre ancien nom. » Il referma le livre. « C'est le seul que je considère comme vrai. L'autre n'a été qu'un outil pour survivre. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Parce que je pensais que cela n'avait plus d'importance pour vous. Et parce que je ne voulais pas raviver des souvenirs que vous aviez peut-être voulu effacer. » Claire s'approcha de quelques pas. « Vous n'avez jamais cessé d'être Marc, même quand vous étiez Amir. » Il acquiesça. Je l'ai compris trop tard. Un long silence s'installa. Aucun mot n'aurait suffi à combler l'espace entre eux. Claire regardait cet homme avec qui elle partageait un passé sans jamais l'avoir réellement connu dans le présent. Il était à la fois le garçon du lac et l'homme du désert, le jeune rêveur et le stratège du golfe. Et elle, malgré tout ce qu'elle avait enduré, ne parvenait pas à le haïr. « Pourquoi avoir fait tout ça, Marc ?» demanda-t-elle d'une voix plus douce. Il inspira profondément. « Parce que j'ai grandi dans une famille qui a tout perdu à cause de dettes. Parce que j'ai vu mon père imploser sous le poids de ses échecs. Et parce que, quand j'ai vu ton nom, j'ai ressenti que c'était une chance de réparer. Pas seulement ce que j'avais vécu, mais ce que je t'avais fait vivre aussi. Je ne savais pas comment te retrouver. Alors j'ai fait l'erreur de penser que je pouvais acheter cette seconde chance. » Claire sentit une chaleur étrange monter en elle. Une colère qui n'en était plus une. Un attachement qu'elle ne voulait pas reconnaître. « Vous n'avez pas réussi à m'acheter, mais vous avez laissé une trace. » Il la regarda longuement. « Je n'ai jamais voulu autre chose. » Elle s'approcha encore, presque à portée de voix basse. « Vous auriez pu tout perdre avec ce choix. J'ai accepté ce risque. Perdre quelqu'un qu'on aime sans essayer est pire que tout. » Claire ne répondit pas. Elle regarda autour d'elle, puis vers la porte. Elle aurait pu partir. Elle aurait dû partir. Mais au lieu de cela, elle resta là, debout face à lui, consciente que la prochaine phrase qu'elle prononcerait pourrait changer le cours de leur histoire, une fois encore. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec une sensation difficile à nommer. La rencontre de la veille dans les archives de la bibliothèque avait laissé une empreinte vive. Elle s'était couchée tard, après avoir longuement marché dans les rues désertes de Lyon. Il n'y avait pas eu de promesses, pas de gestes équivoques, pas d'aveux supplémentaires. Seulement cette tension étrange, palpable, entre deux personnes liées par un passé qu'elles n'avaient jamais clos et par un présent qu'elles hésitaient à rouvrir. Claire n'avait pas dormi profondément, mais elle ne se sentait pas accablée pour autant. C'était comme si quelque chose, après des mois d'étouffement, avait trouvé une faille pour respirer.
Elle passa la matinée à ranger, trier, relire d'anciens carnets retrouvés dans un carton oublié au fond d'un placard. Des journaux intimes de sa jeunesse, griffonnés à la main, pages jaunies, couvertures abîmées. Et là, au milieu de phrases anodines, de réflexions d'adolescente, elle retrouva un nom qu'elle n'avait pas relu depuis des années. Marc. Marc, le garçon de l'été de ses 17 ans. Le seul avec qui elle avait partagé des soirées silencieuses au bord du lac, des conversations sur les livres, la musique, les rêves. Il était parti sans prévenir. Elle avait attendu des semaines, une lettre, un appel. Rien n'était jamais venu. Elle avait classé ce souvenir dans la catégorie des illusions adolescentes, jusqu'à ce que le visage d'Amir, dans un palais du Golfe, le fasse ressurgir avec violence. Et maintenant, elle savait. Amir et Marc n'étaient qu'un seul et même homme. Sous deux noms, deux identités, deux parcours, il y avait toujours eu le même regard, cette même capacité à l'écouter, à la lire sans qu'elle parle. Mais elle n'était pas prête à céder à cette nostalgie. Elle savait que l'homme qu'elle avait rencontré dans ce palais avait manipulé la situation, quelle qu'en soit l'intention. Et elle ne voulait pas romantiser une stratégie déguisée en rédemption. Plus tard dans la journée, Claire se rendit à la librairie indépendante qu'elle fréquentait depuis des années. Elle avait besoin de se plonger dans autre chose, de remettre les pieds sur terre. Le libraire, un vieil homme toujours souriant, lui tendit un livre sans même qu'elle le demande. « C'est pour vous. Un client l'a laissé ici en disant que ça vous parlerait. Il n'a pas donné de nom. Il a juste dit « Elle comprendra ». Claire prit le livre. Une édition ancienne de Le Grand Maulne, d'Alain Fournier. Un roman qu'elle avait adoré adolescente et qu'elle avait un jour évoqué au bord du lac avec Marc. Elle ouvrit la couverture. À l'intérieur, une page arrachée d'un cahier, soigneusement plié, portait quelques lignes manuscrites. On ne revient jamais vraiment au pays perdu, mais parfois, on peut bâtir quelque chose sur ses ruines. Si tu veux parler, je serai là. Pas de signature, pas d'adresse, juste cette phrase. Claire sentit un serrement dans sa poitrine. Ce n'était pas une déclaration, ce n'était pas une requête, c'était une offre, une main tendue, sans pression. Elle garda le livre avec elle toute la journée. Le soir venu, elle s'installa dans son salon, alluma une lampe et relut plusieurs passages. Chaque ligne la ramenait à l'époque où elle croyait encore que les histoires avaient un début, un milieu et une fin clairement définie. Mais elle savait maintenant que la vie n'obéissait pas à cette structure, que les vérités n'étaient jamais absolues et qu'il y avait dans certains silences plus de sens que dans des discours entiers. Elle se demanda pourquoi elle n'avait pas tout simplement coupé les ponts. Pourquoi elle continuait à répondre, même sans le vouloir à ses gestes. Était-ce la culpabilité, la curiosité, ou bien ce souvenir obsédant d'un été volé, d'un amour avorté qui cherchait à renaître malgré elle? Les jours suivants, elle tenta de se concentrer sur son travail, mais elle commença à remarquer de petits détails qui l'intriguaient. Une invitation glissée dans un sac, sans nom. Un don anonyme fait à une association qu'elle soutenait. Un article dans un journal local parlant d'un programme éducatif innovant dont le modèle rappelait étrangement celui présenté dans les documents qu'elle avait vus au palais. Tout semblait converger vers une seule et même source invisible. Un soir, en rentrant chez elle, elle trouva Louise sur son perron, l'ancienne gouvernante du palais. Claire resta figée un instant, surprise par cette apparition inattendue. « Je suis en congé », dit Louise, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Et je me suis dit que vous aimeriez peut-être avoir cette lettre. Elle aurait dû vous parvenir plus tôt, mais le maître n'a jamais eu le courage de vous l'envoyer. » Claire prit l'enveloppe. Elle reconnut immédiatement l'écriture d'Amir. Elle hésita à l'ouvrir, puis s'assit sur les marches de la maison et l'ouvrit en silence. « Claire, je t'écris ce que je n'ai jamais su dire. Depuis cet été où je t'ai perdu, il n'est pas un jour où je n'ai pas repensé à toi. J'ai changé de nom, de pays, de vie, mais jamais de mémoire. Quand Jacques m'a parlé de toi, ce n'était pas un hasard, c'était une deuxième chance. Je l'ai prise comme un homme désespéré, sans réfléchir aux conséquences pour toi. Je sais que je t'ai trahi. Je sais que je t'ai fait peur, mais je ne voulais pas te posséder. Je voulais te retrouver, pas pour te forcer à quoi que ce soit, pour te permettre de choisir. Aujourd'hui, tu es libre. Je n'attends rien. Mais si un jour tu veux parler de manière honnête entre adultes, je serai là, toujours. » La lettre tomba sur ses genoux. Claire la relut plusieurs fois. Ce n'était pas une supplique, pas une stratégie. Juste un homme qui reconnaissait son erreur,
sans chercher à la réparer par la force. Et pour la première fois, elle sentit que quelque chose changeait en elle, lentement, sans fracas, comme une barrière intérieure qui cédait sous le poids du temps et de la vérité. Elle releva les yeux vers Louise. « Il est encore dans la région ? Il part demain pour Dubaï, mais il revient régulièrement. » Claire ne répondit pas. Elle garda la lettre contre elle, comme on garde une preuve de ce qu'on n'arrivait pas à croire. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, elle ne s'endormit pas avec un cœur lourd, mais avec une question, une seule. Et si tout cela, au fond, n'avait jamais été une fin? Le lendemain matin, Claire se leva avant le lever du jour. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire. Ses gestes étaient lents, mécaniques. Elle prépara du café, s'assit à la table de la cuisine, observa la lumière grise filtrée par la fenêtre. La lettre d'Amir, lue la veille, restait posée devant elle, repliée avec soin. Elle n'avait pas pris de décision, mais une idée persistait dans son esprit depuis la visite de Louise. Partir, non pas pour fuir, ni pour le retrouver dans un élan romantique, mais pour clore l'histoire avec ses propres mots. Vers 8 heures, elle appela la compagnie aérienne et réserva un vol pour Abu Dhabi sans prévenir personne. Elle contacta son employeur, déclara avoir besoin de quelques jours de congé pour des raisons personnelles. Elle n'emporta qu'un petit sac, quelques vêtements, son passeport et la lettre. Aucun bijou, aucun objet symbolique. Rien qui pourrait suggérer autre chose qu'un déplacement court, sans engagement. Le vol fut long, silencieux. Claire passa une grande partie du trajet à fixer le hublot, évitant les films, la musique, les conversations. Elle se répétait que ce n'était pas une seconde tentative. Ce n'était pas une décision irréfléchie. Elle avait besoin de réponses, pas d'un renouveau. Elle voulait vérifier quelque chose, mettre un terme à ce qui restait suspendu dans l'air, comme une histoire inachevée dont les dernières lignes n'avaient jamais été écrites. À son arrivée, elle ne se rendit pas au palais. Elle n'en avait ni l'adresse exacte, ni l'envie. Elle fit appel à un taxi et demanda à être conduite à l'un des centres éducatifs financés par la Fondation Horizons, celui dont elle avait vu les plans sur le site municipal de Lyon, un centre situé dans la banlieue d'Abu Dhabi, modeste, entouré de bâtiments en construction. Elle arriva en fin de matinée sous une chaleur sèche, presque étouffante. Des enfants jouaient dans une cour intérieure. Des éducateurs circulaient entre les salles et au centre, vêtu d'une chemise claire et d'un pantalon de lin, Amir, ou plutôt Marc, se tenait debout, entouré de livres et de tablettes numériques. Il ne la vit pas immédiatement. Claire resta quelques secondes en retrait, observant. Il parlait doucement à un groupe d'enfants, leur montrant comment utiliser une application de lecture interactive. Il semblait détendu, concentré. Rien en lui ne ressemblait à l'homme du palais, ni même à celui de la bibliothèque de Lyon. Ici, il était à sa place, utile, invisible dans sa fonction. Elle s'approcha sans bruit. Quand il leva enfin les yeux, il resta figé un instant. « Claire », murmura-t-il, comme s'il n'y croyait pas. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui. « Je suis venue, pas pour rester, pas encore, mais pour parler, cette fois, sur un pied d'égalité. » Il hocha lentement la tête, fit signe à un collègue de prendre le relais et la conduisit dans une salle à l'écart, simple, presque nue. Une table, 2 chaises, une carafe d'eau. Rien de cérémonieux, rien de préparé. « Je ne m'attendais pas à te revoir, » dit-il en s'asseyant. « Moi non plus, mais j'ai lu ta lettre, et je suis fatigué de tourner autour de cette histoire sans la terminer. Je comprends. » Un silence s'installa, dense mais non hostile. Claire posa les mains sur la table. « Ce que tu as fait, Marc, est impardonnable pour certains, et moi-même, je ne sais pas si je peux te pardonner, pas pour le contrat ni pour le piège, mais pour avoir pensé, ne serait-ce qu'un instant, que tu pouvais me forcer à revivre ce passé. Je n'ai jamais voulu te forcer, seulement te voir, comprendre si ce qu'on avait connu était réel ou une invention de jeunesse. C'était réel, mais c'était fini. Et tu l'as ramené à la vie sans me demander mon avis. » Il baissa les yeux. « Je sais. Pourtant, tu as construit quelque chose de propre à partir de tout ça. Ce projet à Lyon, ce centre ici, ta vie. Et ça, je ne peux pas l'ignorer. » Il releva la tête, son regard plus posé. « Je n'attendais rien. Je voulais seulement te rendre ce que j'avais pris, ton avenir, ton autonomie. » Claire se leva, fit quelques pas dans la pièce, les bras croisés. « Tu m'as rendu la liberté, c'est vrai, mais tu m'as aussi montré autre chose. Que, malgré les erreurs, il y a des choses qui peuvent naître du chaos, des choses qui ne sont pas basées sur le contrôle ou la dette,
mais sur l'action désintéressée. Il ne répondit pas. Il la regarda avec cette même intensité qu'il avait eue dans sa jeunesse au bord du lac lors de leur première conversation. « Et maintenant ?» demanda-t-il enfin. « Maintenant, je retourne à Lyon. J'ai une vie à reprendre, mais je veux qu'on reste en contact. Pas comme avant. Pas comme si tout devait recommencer, mais comme deux adultes qui ont partagé quelque chose de fort, d'unique, et qui peuvent encore construire à partir de ça. Pas un couple, pas un contrat, une réalité. » Amir sembla soulagé, pas heureux, pas ému, simplement soulagé que la porte ne soit pas définitivement fermée. « Alors, oui, restons en contact. Et si jamais tu veux collaborer sur un projet, une bibliothèque, un programme éducatif, je serai toujours partant. » Claire hocha la tête. Elle s'approcha de la porte, posa une main sur la poignée, puis se retourna. « Mais cette fois, Marc, tout se fera à une condition. Laquelle? Que ce soit moi qui décide. » Il esquissa un sourire discret. « Toujours. » Elle sortit sans ajouter un mot. Et pour la première fois depuis son retour en France, elle sentit que quelque chose en elle avait changé. Non pas une renaissance, pas une réconciliation immédiate, mais la sensation d'avoir repris le fil de sa propre histoire, avec ses propres mains. Le retour à Lyon fut calme, sans agitation intérieure ni trouble excessif. Claire rentra chez elle avec un esprit plus posé, moins assiégé par les émotions contradictoires qui l'avaient accablée pendant des mois. Elle avait eu sa conversation. Elle avait vu Marc, lui avait parlé sans détour, imposé ses conditions. Il n'y avait pas eu de promesse de retrouvailles, ni de faux espoirs entretenus. Juste un accord silencieux de respect mutuel, de distance lucide, d'ouverture prudente à ce qui pourrait naître à l'avenir. Ou non, c'était suffisant pour elle. C'était juste. Elle reprit son travail, cette fois avec plus de légèreté. Les collègues remarquèrent son humeur plus stable, son retour à une forme d'enthousiasme discret. Elle souriait davantage, sans pour autant s'épancher sur les raisons de sa transformation. Sa vie n'avait pas changé radicalement. Elle vivait toujours dans la même maison, fréquentait les mêmes cafés, lisait les mêmes auteurs. Mais elle avait cessé de fuir les questions intérieures. Elle acceptait désormais l'idée que certaines histoires ne se ferment pas d'un coup sec. Elles s'atténuent, se transforment, se réécrivent en silence dans les marges du quotidien. Un jour, alors qu'elle classait un lot de dons dans la réserve de la bibliothèque, Claire découvrit une enveloppe au fond d'un carton. À l'intérieur, une lettre manuscrite. Elle reconnut aussitôt l'écriture de Louise. L'enveloppe portait son nom sans adresse. Elle l'ouvrit, curieuse. Ce n'était pas une lettre de la gouvernante, mais une copie. Un message qu'Amir, Marc, avait écrit avant son départ du palais, qu'il n'avait jamais eu le courage de lui remettre. « Claire, il est probable que tu ne lises jamais cette lettre, et peut-être est-ce mieux ainsi. Mais j'ai besoin de l'écrire, au moins une fois, même si elle reste enfermée dans un tiroir. Je t'ai connue adolescente, libre, curieuse, passionnée par les livres et les idées. Tu étais la première personne à qui je n'avais pas besoin d'expliquer pourquoi je passais mes journées dans une bibliothèque. Tu comprenais ce besoin de silence, de sens, de refuge. Quand j'ai quitté la France, j'ai tout perdu. Mon nom, ma maison, ma dignité. Mais je n'ai jamais perdu ton souvenir. Et le jour où ton nom est réapparu devant moi, des années plus tard, ce n'était pas un miracle. C'était une fracture dans le temps, une possibilité. J'ai fait le pire choix possible pour saisir cette chance. J'ai tenté de te ramener dans ma vie par la ruse, en croyant que je pourrais t'expliquer après. C'était une erreur immense que je ne cesserai jamais de regretter. Mais je veux que tu saches une chose. Je n'ai jamais voulu que tu sois à moi. J'ai voulu t'offrir ce que je n'ai jamais eu moi-même, le droit de choisir. J'ai payé tes dettes, non pour que tu m'appartiennes, mais pour que tu sois libre. Et j'ai construit ce projet à ton nom, non pour te lier à moi, mais pour que tu saches que, quelque part, ce que tu es a changé quelque chose dans ce monde. Si un jour tu choisis de revenir, ce sera ton choix. Si tu ne reviens jamais, ce sera aussi le tien, et je le respecterai. » Claire lut la lettre en silence. Chaque mot résonnait en elle, non comme une révélation, mais comme une confirmation. Elle connaissait déjà tout cela. Elle l'avait perçu dans ses gestes, dans son regard, dans ses silences. Cette lettre ne contenait rien de nouveau, mais elle matérialisait ce qu'il n'avait jamais osé formuler de vive voix, une lucidité tardive, une responsabilité assumée. Elle la plia soigneusement et la rangea dans un tiroir de son bureau, sans la classer.
Elle ne voulait pas l'archiver comme un souvenir, mais la garder comme une pièce active de sa propre reconstruction. Ce texte n'était pas une excuse, mais un point d'ancrage, une ligne droite dans un récit sinueux. Au fil des jours, Claire commença à s'impliquer davantage dans le projet du bois. Elle accepta une invitation à participer à un atelier de lecture avec des enfants du quartier. Puis, de fil en aiguille, elle contribua à la sélection des ouvrages pour les jeunes lecteurs, à la formation de bénévoles, à l'organisation de conférences. Elle ne faisait pas cela pour honorer un homme, ni pour entretenir un lien personnel. Elle le faisait parce que c'était son domaine, sa compétence, son territoire, et parce que ce lieu, bien qu'initié par quelqu'un d'autre, avait fini par devenir le sien. Un matin, alors qu'elle animait une activité de lecture à voix haute, un garçon leva la main et demanda pourquoi le centre portait son nom. Claire hésita, regarda autour d'elle et répondit simplement « Parce qu'un jour, quelqu'un a cru que les livres pouvaient changer une vie. » Et il avait raison. Le garçon sourit, reprit sa place et la séance continua comme si de rien n'était. Mais à cet instant précis, Claire comprit qu'elle n'avait plus besoin de se justifier. Ni devant les autres, ni devant elle-même. Elle n'avait pas oublié Marc. Elle n'avait pas tout pardonné. Mais elle avait repris la main sur son histoire, non pas pour la réécrire à deux, mais pour la poursuivre seule, si elle le décidait ainsi. La lettre, le projet, les erreurs, les gestes de réparation, tout cela faisait partie de son chemin. Mais ce n'était plus un poids, c'était une fondation. Et désormais, c'était elle qui choisissait les prochaines lignes. Il faisait encore nuit lorsque Claire ferma la porte de chez elle et prit un taxi en direction de l'aéroport. Elle ne transportait pas de bagages, pas de plan défini, pas de promesses à tenir. Elle n'avait averti personne, pas même ses collègues de la bibliothèque. Cette fois, il n'y avait ni colère ni besoin de confrontation. C'était une décision prise dans le silence et la réflexion, un mouvement intérieur qu'elle ne cherchait plus à expliquer. Après des mois à tourner autour de la même histoire, à tenter de la comprendre depuis la distance, elle avait enfin choisi de s'en approcher, pas pour la résoudre, mais pour la regarder en face. Elle atterrit à Abu Dhabi en fin de matinée. Pas de chauffeur cette fois. Elle prit un taxi jusqu'à l'un des centres éducatifs qu'elle avait contribué à enrichir à distance. L'adresse, elle l'avait obtenue lors d'une réunion municipale à Lyon. On y parlait du développement de bibliothèques communautaires à travers des partenariats internationaux. Son nom avait été cité parmi les collaborateurs du modèle du bois. Elle n'avait rien dit, mais elle avait pris des notes. Le bâtiment se dressait au milieu d'un quartier résidentiel tranquille, entouré de petits immeubles et de terrains vagues. Ce n'était pas un centre luxueux. Il ressemblait à une école primaire rénovée, avec des murs blancs et des dessins d'enfants accrochés à l'entrée. Claire s'avança, passa la porte sans se faire annoncer. Une réceptionniste l'accueillit avec un sourire chaleureux, lui demanda si elle cherchait quelqu'un en particulier. « Marc Leclerc », répondit-elle, « ou Amir Al-Saïd. Il utilise parfois l'un, parfois l'autre. » La réceptionniste ne parut pas surprise, elle acquiesça. « Il est avec les enfants, à l'intérieur. Je vous accompagne. » Claire suivit les couloirs peints de couleurs douces, croisant des groupes d'élèves, des enseignants, des bénévoles. L'atmosphère était paisible, presque domestique. Dans une salle à demi ouverte sur une cour, Marc lisait à voix haute un passage de roman à un cercle d'enfants assis autour de lui. Il s'arrêta net en l'apercevant. Son regard ne montra ni panique ni euphorie, seulement une forme de surprise sincère, désarmée. Claire resta sur le seuil. Elle n'avait pas envie d'interrompre. Elle attendit que la séance se termine. Marc referma le livre, remercia les enfants, les laissa partir avec une enseignante. Puis il s'approcha, les mains vides, les gestes calmes. « Tu es venu », dit-il simplement. « Oui, sans prévenir. Je n'aurais pas su quoi te dire si tu l'avais fait. » Ils restèrent debout l'un en face de l'autre, dans un silence plein de choses non dites mais plus pesant. Cette fois, aucune tension, pas de rancune dans l'air. Juste deux adultes fatigués d'avoir tant tourné autour de la même vérité. « Je ne suis pas venu pour recommencer quoi que ce soit, » dit-elle, « ni pour régler des comptes. J'avais besoin de voir ce que tu étais devenu, sans filtre, sans statut, sans façade. »« Et tu vois quoi ?» demanda-t-il. « Quelqu'un qui a compris ce que signifie réparer. Pas en parole, mais en acte. Pas seulement pour moi, mais pour les autres. Je n'ai pas oublié ce que tu as fait. Mais je n'ignore pas ce que tu fais aujourd'hui. » Il ne répondit pas. Il attendait qu'elle continue. « Je n'ai pas de proposition à te faire.
pas de projet à bâtir ensemble. Mais je veux qu'on reparte sur un point clair. Cette fois, c'est moi qui décide. De ce que je dis, de ce que je construis, de ce que je ressens. Il hocha lentement la tête. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, même si j'ai mis des années à comprendre que je n'avais pas le droit de le provoquer moi-même. Ils s'assirent sur un banc, sous un auvent, à l'ombre. Les bruits d'enfants résonnaient encore dans la cour. Claire observa un groupe jouer avec des livres en carton, rire, se chamailler. Elle tourna la tête vers Marc. Pourquoi ne pas m'avoir écrit cette lettre plus tôt, celle que Louise m'a remise? Parce que je pensais que je ne méritais pas que tu la lises, que l'écrire suffirait. C'était peut-être lâche, mais c'était vrai. Claire soupira, le regard perdu vers l'horizon. Ce projet à Lyon, tu l'as fait pour moi ou pour toi? Pour nous deux, au début. Pour me racheter, surtout. Mais aujourd'hui, il vit sans moi. Il a ta marque, ton énergie. C'est toi qui l'as fait exister. C'est faux. Tu l'as financé. Tu l'as initié. Mais c'est toi qui l'as incarné. Un long silence s'installa. Aucun des deux ne chercha à le rompre immédiatement. Puis Claire se leva. « Je vais rentrer demain. J'ai du travail. Mais je veux que tu saches une chose. Ce que j'ai vécu là-bas, dans ce palais, je ne l'oublierai jamais. Pas parce que c'était un cauchemar, mais parce que c'était le moment où j'ai cessé d'être spectatrice de ma vie. » Marc se leva aussi, sans la toucher, sans l'atteindre. « Alors ça valait la peine. » Claire lui tendit la main. « On se reparlera. Mais à ma manière, à mon rythme. » Il la serra sans hésiter. « Je t'attendrai, ou pas. Ce n'est plus à moi de décider. » Et elle partit, cette fois sans colère, sans larmes, sans ce vide qui l'avait accompagnée si longtemps. Elle ne savait pas si elle reviendrait, mais elle savait que, pour la première fois, elle avait repris chaque parcelle de son existence en main. Plus de contrats, plus de promesses écrites. Juste une présence, un regard franc et une route ouverte devant elle, pavée de décisions qui, désormais, n'appartenaient qu'à elle. Lyon s'éveillait doucement sous un ciel d'automne lorsqu'elle rentra chez elle. Claire sortit de l'aéroport avec un petit sac sur l'épaule et un visage détendu, loin de l'expression fermée qu'elle avait arborée pendant tant de mois. Aucun regard en arrière, aucun geste nerveux. Il n'y avait plus de fuite, plus de boucle à boucler. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire, entendu ce qu'elle devait entendre, et désormais, elle n'attendait plus rien. Ni retour, ni confirmation, ni approbation. Seulement le droit de continuer à vivre selon ses propres règles. Les jours suivants, elle reprit son rythme habituel, mais avec une fluidité nouvelle. Les gestes qu'elle faisait autrefois par obligation devinrent des choix. Arriver tôt à la bibliothèque n'était plus une échappatoire, c'était une volonté. Répondre aux courriels, organiser les ateliers, rencontrer les enfants, partager des lectures, tout cela reprenait une saveur qu'elle avait oubliée. L'ombre d'Amir ou de Marc n'était plus une menace ni une obsession. C'était un fait, un élément de son parcours, une pièce du puzzle, mais plus la pièce centrale. Le projet du bois, quant à lui, continua de croître. Les demandes de partenariat se multiplièrent. Des bibliothèques de quartier adoptèrent la méthode éducative développée dans le centre. Claire, sans jamais se mettre en avant, devint une figure de référence. On l'invitait à des colloques, on lui demandait conseil pour d'autres projets, on la citait dans des articles. Mais elle restait fidèle à ce qu'elle avait toujours été, une femme discrète, précise, rigoureuse, allergique aux projecteurs. Un jour, lors d'une réunion de travail avec des représentants de la mairie, on lui proposa un poste de direction culturelle pour la ville. Un rôle administratif, influent, mais éloigné du terrain. Claire déclina poliment. Elle ne voulait pas gérer, elle voulait transmettre. Toucher les gens un à un, pas à travers des tableaux Excel ou des discours publics. Ce qu'elle aimait, c'était ce moment précis où un enfant ouvrait un livre pour la première fois et se découvrait un monde. C'est dans cette optique qu'elle prit une décision importante. Elle contacta un promoteur local, un ami d'enfance de son père, qui avait toujours rêvé d'ouvrir un espace intergénérationnel autour du livre. Ensemble, ils dessinèrent les plans d'une bibliothèque indépendante, entièrement gratuite, financée par un fonds de soutien collectif et quelques mécènes discrets. Un espace ouvert aux enfants, mais aussi aux adultes en reconversion, aux personnes âgées, aux mères seules. Une maison du savoir vivante, accessible, humaine. Elle choisit de l'appeler simplement Claire, sans nom de famille, sans fioriture. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était un acte de réappropriation. Ce lieu,
Elle l'avait bâti sans contrat signé dans son dos, sans dette à effacer, sans promesse cachée. C'était à elle entièrement, et elle voulait que chacun le sache. Marc n'avait pas réapparu. Il n'avait pas tenté de l'appeler, pas d'email, pas de lettre, et elle ne s'en étonna pas. Leur dernier échange avait été clair. Il ne s'agissait pas d'attente, mais d'espace. Et dans cet espace, chacun pouvait respirer, grandir, exister sans se déformer pour l'autre. Claire avait compris qu'aimer, c'était parfois partir, parfois rester, mais toujours permettre. Et elle n'était plus cette femme qui subissait. Elle décidait, à chaque pas. L'inauguration de la bibliothèque eut lieu un samedi matin. La presse locale était présente, des familles nombreuses, d'anciens collègues, des élèves, des enseignants. Claire ne fit pas de discours. Elle se contenta de couper le ruban rouge avec un sourire franc, puis d'ouvrir la porte à une cinquantaine d'enfants surexcités. Elle les laissa courir, explorer, ouvrir des livres, s'installer sur les coussins, interagir. Le lieu vivait, et c'était tout ce qu'elle avait souhaité. Plus tard dans la journée, alors qu'elle rangeait quelques brochures dans un coin lecture, un petit garçon s'approcha d'elle. « Madame Claire, pourquoi vous avez fait cette bibliothèque ?» Elle le regarda avec douceur, s'accroupit à sa hauteur et répondit calmement. « Parce que j'ai longtemps cru que ma vie ne m'appartenait pas. Et puis un jour, j'ai compris que lire, c'était choisir. Et que choisir, c'était vivre. » Le garçon hocha la tête, un peu perplexe mais visiblement satisfait, puis repartit vers son livre. Le soir venu, une enveloppe fut déposée discrètement dans la boîte aux lettres de la bibliothèque. À l'intérieur, une photo, un cliché en noir et blanc, pris dans un autre centre éducatif, dans un autre pays. On y voyait Marc, assis au sol, entouré d'enfants, en train de lire à haute voix. Rien d'autre. Pas de texte, pas de message. Juste une image. Claire la regarda longuement, la posa sur le bureau principal et ne fit aucun commentaire. Elle ne savait pas si elle répondrait. Peut-être, peut-être pas. Ce qui comptait désormais, ce n'était pas ce qu'elle ferait ensuite, c'était ce qu'elle avait fait. Elle avait repris sa vie, elle avait choisi sa voie. Et surtout, elle avait transformé une histoire de contrainte en un récit de libération. Pas en effaçant le passé, mais en l'habitant pleinement, jusqu'à ne plus en avoir peur.